Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 invités. Charles de Bourbon-Parme, Jean-Pierre Colombiès, Serge Federbusch et Françoise Monestier. Et 3 sujets. Le premier concerne Zemmour et on va se demander pourquoi certains l'aiment tant et pourquoi d'autres le détestent. Autrement dit, pourquoi il clive autant. Deuxièmement, G20 qui s'est enchaîné avec la COP26. À quoi ça sert finalement ces réunions ? Est-ce que ça a un véritable impact ou est-ce que c'est un petit peu du vent qui coûte très cher ? Et troisième sujet, un sujet peut-être un peu décalé, mais ça m'a surpris, l'orthographe. Franchement, je pensais que c'était... Tout le monde s'en moquait. Eh bien, les recruteurs y accordent de plus en plus d'importance. On va essayer de comprendre pourquoi et ce que ça doit changer dans le mode d'enseignement en France. Voilà, allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, premier sujet, Éric Zemmour. Alors, on voit Éric Zemmour, il s'installe comme un candidat sérieux. Encore faut-il qu'il déclare véritablement sa candidature à l'élection présidentielle. Mais dans tous les cas, il apparaît comme un candidat sérieux. Il apparaît entre 15 et 17% des intentions de voix, ce qui risque peut-être de le qualifier pour le second tour. Mais globalement, avec un noyau de votants très fortement en sa faveur et beaucoup de gens qui sont contre, avec des items dans les sondages qui sont très en sa défaveur. On va essayer de comprendre pourquoi ça se passe ainsi et est-ce que c'est des qualités ou des défauts pour aller jusqu'au deuxième tour. Et je cède la parole à Jean-Pierre. Bonjour à tout le monde d'abord. Oui, il est évident qu'Éric Zemmour apparaît comme celui qui bouscule les lignes, qui bouscule tous les codes de communication en interne du monde politique et les codes de communication envers un électorat potentiel. Il sera toujours intéressant de savoir quand même quand il va se décider à franchir le pas. Pour autant, il y a quand même quelque chose qui à moi en tout cas, me paraisse évident à plus d'un titre. D'abord, il me semble indiscutable qu'on est face à quelqu'un qui a été construit par les médias mainstream, qui le porte vraiment à tous les niveaux. Dès qu'il s'exprime, sa parole est relayée, quoi qu'il dise, et on sent une véritable gourmandise à attendre avec une impatience toujours accrue ce qui va bien pouvoir nous sortir à chacune de ces séances de signature. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a véritablement pour moi une sorte de bulle qui est dans la continuité de sa vocation de polémiste, qu'il remplissait parfaitement bien un certain temps, mais on sent véritablement que dans cette dynamique, il y a une rupture des conventions, et que tout le monde attend ça et observe ça avec beaucoup d'impatience. Le deuxième point, qui me paraît tout aussi important, c'est qu'il est le révélateur d'un vide politique sidéral. On n'a aucune personnalité politique véritablement avec un relief conséquent et un discours qui soit audible au niveau de l'électorat. Et je mets dans le même sac le parti gouvernemental, qui paraît, je dirais, assez atone et à mes yeux, moi, me paraît même se régaler de la bataille entre les chiens enragés de ce petit landerneau politique. Non, mais la question, Jean-Pierre, la question, c'est, OK, pourquoi est-ce que Zemmour, il clive autant ? Parce qu'il casse les lignes et qu'il dit à voix haute ce qu'un électorat très populaire pense tout bas, tout simplement. Et c'est une bonne chose ? Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis que c'est une réalité. Et que cette réalité, il faut en tenir compte. Et on voit bien que ça a un impact, puisque tout à coup, certaines personnalités politiques, de droite comme de gauche, vont piocher un petit peu dans cet amas d'idéologie qu'il nous balance à la figure. Et il reprend des thèmes qui sont, on ne peut pas le nier, qui sont réels, des difficultés, des préoccupations qui sont réelles. Et il se nourrit de la lâcheté, je pèse les mots, de tous les courants politiques, et là encore j'insiste sur l'universalité de la responsabilité de tous les courants politiques qui se sont succédés depuis une trentaine d'années, parce qu'on a mis la tête dans le sable, parce qu'on a mis des problèmes sous le tapis, on n'a pas voulu les affronter, et là tout à coup on a un trublion qui surgit, et qui dit, mesdames et messieurs, je suis celui qui va régler tous vos problèmes. Serge Federbusch. Oui, moi je crois que c'est une question de vocabulaire, c'est-à-dire qu'il utilise les mots, tout simplement, les mots que les gens ont envie d'entendre. Il n'y a pas de circonlocution, c'est pas les quartiers populaires. Bon, quand la presse, je dirais générale, la presse industrielle, les journalistes vous parlent de quartiers populaires, en fait, il faut comprendre les Noirs et les Arabes qui vivent en banlieue. Bon,
eh bien, Zemmour, il parle des Noirs et des Arabes qui vivent en banlieue. Quand on vous parle de mamans, d'accord, les mamans, c'est les femmes voilées. Oui, il y a des mamans qui ont été maltraitées par la police, voilà, à Drancy, je ne sais. Bon, ce sont des femmes voilées qui étaient, voilà. Donc, on a quelqu'un qui utilise les mots et qui met le doigt là où ça fait mal. Et je pense que déjà, ça suffit à les brusquer, à les brutaliser, à les réveiller. Et c'est quand même une grande partie de ça explique une grande partie de son succès. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des femmes voilées, ils voient des Noirs et des Arabes en banlieue. Hein, c'est ni positif ni négatif ce que je dis, d'accord? Et quand quelqu'un leur dit vous avez affaire à ces gens-là plutôt qu'à des espèces de catégories abstraites, eh ben ils se reconnaissent immédiatement dans celui qui enfin libère un peu la parole. Donc je pense que c'est la cause essentielle de son succès médiatique. En plus, c'est quelqu'un, c'est pas du tout, moi alors là je te rejoins pas du tout sur le côté c'est un chien fou, une construction médiatique. Si c'est une construction médiatique, c'est une construction qui a, bon moi je le connais très bien depuis très longtemps, hein, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est une construction médiatique qui a démarré il y a 20 ou 30 ans. Dans ce cas-là. Parce que ce qu'il dit, et ça je peux en témoigner, en fait. Non mais ce qu'il dit, je peux en témoigner, et ça, je pense que les gens le ressentent à travers un écran. Ils le ressentent. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Ah, j'ai pas dit le contraire. Sur au moins ces sujets-là. Alors sur d'autres sujets, il est plus prudent. Sur les questions, par exemple économiques, il n'est pas toujours très clair. Moi, bon, je le connais très bien, donc j'ai une totale franchise vis-à-vis de lui. Il n'est pas toujours très convaincant ni très clair sur les sujets économiques. Mais c'est pour ça qu'il faudra qu'il soit candidat à un moment donné. Il est absolument clair et convaincant parce qu'il dit ce qu'il pense. Les autres, ils pensent rien. Oui, ils s'en foutent parce qu'ils sont préservés du quotidien des Français dans leur palais ministériel ou dans leur rédaction de télévision grassement payée, d'accord? Mais ils ne disent pas ce qu'ils pensent ou ils ne pensent rien. Il y a une chose, ça suffira pas. J'entends tout ça. La question, c'est est-ce que ça permet d'aller au deuxième tour en étant si clivant? Charles de Bourbon-Parme. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit. Vous parliez de bulle tout à l'heure, c'est une bulle. Macron, tout le monde disait que c'était une bulle aussi. Hein. Et pas les mêmes soutiens. Évidemment, mais on parlait de bulle. Mais on reprochait à Macron, d'ailleurs, d'avoir le soutien mainstream, puisqu'on voyait les couvertures de réalité de Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il dit depuis un certain temps, et d'abord à la télévision, sur la chaîne où il était tous les soirs, il permet aujourd'hui d'avoir des débats sur des sujets auxquels nous n'avions pas droit il y a encore 10 ans. D'accord. Hein, donc il a ramené ça sur la table, et du coup, tout le monde, nous, aujourd'hui, on est en train de parler de choses dont on ne pouvait pas parler il y a 10 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi. Oui. Et puis la troisième chose, il est alimenté par tout ce qui se passe autour de nous. Encore il y a 2 jours, un petit peu plus que ça, l'Europe voulait faire une campagne publicitaire, c'était la Commission des droits, égalité et citoyenneté, une campagne publicitaire sur le port du hijab en Europe, avec un affichage. Alors, les slogans qu'elle a été employés, je les ai notés parce que c'est intéressant. Beauty is diversity, as freedom is hijab. Alors, si on traduit, la beauté, c'est la diversité, comme la liberté, c'est le hijab. Ça, c'était un des premiers slogans. Celebrate diversity and respect hijab. C'est-à-dire, pour célébrer la diversité, il faut respecter le hijab. Okay. La liberté, c'est le hijab. Et cette campagne, parce que ça m'a complètement échappé. Ce genre de campagne c'est un scandale incroyable. Ils l'ont retiré d'ailleurs. Ça a été retiré, oui, bien sûr, évidemment. Mais ça mais avec notre fric, hein. Oui, c'est le fric du Conseil de l'Europe. Égalité et citoyenneté, depuis 2014, a reçu plus de 439 millions d'euros pour pondre ce genre de choses. Bon, mais ça alimente son électorat. Ce sont des gens qui, quand ils entendent ça, se disent « Eh bien, il a raison, ce gars-là ». Françoise aimerait bien intervenir. Je voudrais dire juste un mot sur la différence entre, justement, Zemmour et Macron. Bon, juste, ça a été à peine effleuré, mais c'est essentiel. Différentes, bien sûr. Non, mais justement. Non, j'ai l'impression... La différence, c'est que Macron, il s'était soutenu par le CAC 40, par Bernard Arnault et compagnie. Ouais. Zemmour, il ne l'est pas. Et ça peut être une différence énorme. Parce que derrière les présidentielles, de toute façon, il y a les législatives. Il faut faire une espèce de tri de candidatures possibles pour essayer de mettre en place des candidats. Donc, c'est vrai que c'est une fragilité énorme. Il aura moins de marge de manœuvre. Il n'aura pas l'instrument, la machine de guerre qui a été mise à la disposition de Macron par les grands patrons français, l'oligarchie. Et donc, ça va être un gros handicap pour lui. La machine politique est faite pour qu'il n'y ait pas de nouveaux partis. Vous êtes tous bien placés pour le savoir. Si vous voulez créer un parti demain,
C'est très, très, très difficile. Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de sénateur. Mais c'est ce que vit la République En Marche. Tout est fait pour que ceux qui sont en place, droite comme gauche, eh bien, conservent ce petit avantage. Et ils veulent le partager avec personne. Françoise Monestier, je voudrais vous faire réagir sur des items, puisqu'en fait, on s'est basé, cette discussion, sur un grand sondage qui a été fait auprès d'électeurs, 1400, donc ça commence à être un panel assez représentatif, de gens qui disent « je vais voter pour Éric Zemmour ». Et ces gens sont assez homogènes socialement, ce qui est un atout par rapport à d'autres, et par rapport à Marine Le Pen. Ils sont aussi assez homogènes en termes d'âge. Hein. En revanche, ils sont très dissemblables parce qu'ils semblent être un électorat plus radicalisé que la moyenne de l'électorat. Vous avez vu comme moi ces résultats ? Oui, radicalisé, mais que veut dire le terme de radicalisé ? Je pense que derrière ce thème, quand même, se cache beaucoup de choses. Enfin, radicalisé, ça veut dire quoi ? En l'espèce, ce sont des électeurs qui ont des sujets de préoccupation très majoritairement autour de l'immigration, de l'islam et de la sécurité. Oui, surtout, oui. Oui, mais quasiment essentiellement là-dessus. C'est-à-dire assez éloigné d'autres préoccupations qui quand même traversent la société, l'égalité. Il semblerait que aussi il soit assez éloigné des considérations d'ordre social. Alors je pense que je me demande si comment dirais-je, si ce sondage n'est pas, disons, je dirais presque truqué. Il faut voir de qui il émane. Il émane de la Fondation Jean Jaurès. Oui. La Fondation Jean Jaurès, c'est quoi ? Elle a été créée en 1992 par un certain Pierre Mauroy. Elle est dirigée par Gilles Fickenstein, qui, comme par hasard, est, disons, assez proche du président Macron. Et il est si proche de lui que, si j'ai bon souvenir, en 2011 ou 2012... il avait mis au point un projet qu'avait à l'époque M. Macron, qui n'était candidat à rien, et il avait mis au point un petit parti politique qui est quand on lit le livre de Davé et de Fabrice Lhomme, Le traître et le néant, c'est l'ébauche de ce que sera, quelques années plus tard, la République En Marche. Donc, ce sondage est très intéressant, mais il montre qu'on veut mettre en avant que simplement les préoccupations des gens qui voteraient pour Éric Zemmour seraient uniquement l'immigration et l'islam et que ces gens seraient radicalisés. Je pense que ce sondage est un petit peu biaisé et en réalité, je pense que l'on veut, disons, faire monter la mayonnaise et ce que souhaite peut-être la Fondation Jean Jaurès, c'est encore une fois mettre en face deux France. La France qui voterait Zemmour et qui serait une France de vilains, et ensuite une France de gentils. Mais comme par hasard, la France de gentils, c'est quand même la France qui attaque les meetings d'Éric Zemmour en Bretagne. C'est passé en Bretagne, c'est passé en Corse. C'est ce qui s'est passé en Corse, et ce sont toujours les mêmes mouvements, qui ont il y a 3 ans, les mêmes mouvements qui ont mis en l'air le mouvement des Gilets jaunes, qui pouvait avoir un bel avenir devant lui et qui n'a pas eu ce bel avenir parce que les militants d'extrême gauche manœuvrés par certains ou par Soros et compagnie font... Françoise, je vous interromps. Il n'empêche que dans ce sondage, il apparaît quelque chose, c'est par exemple que l'électorat féminin et jeune ne souhaite pas ou ne va pas voter Zemmour. Est-ce que ça, c'est pas un obstacle, alors que c'est 51% de la population et par conséquent, et d'ailleurs des votants également, est-ce que c'est pas un obstacle pour ne serait-ce qu'aller au deuxième tour ou même là aussi, ce sont les limites de ce sondage, parce que on a caricaturé Éric Zemmour depuis des années en disant qu'il était hostile aux femmes, il ne voulait pas que les femmes
et davantage et du pouvoir, il ne savait pas. Mais tout ça, on trouve ça dans les journaux féminins, on trouve ça dans le magazine Elle, on trouve ça... non, je pense que... Pardon, c'est pas un sujet... Oui, mais je pense que malheureusement, c'est un vrai problème. On revient à la conversation Macron versus Zemmour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tentation dans l'oligarchie de faire apparaître un nouveau monstre, un nouveau vilain à la place de Marine Le Pen, c'est Zemmour, qui sera commode au deuxième tour, s'il y est, parce qu'il se fera aplatir. Pourquoi ? Parce que Zemmour, bon, il n'est pas spécialement misogyne, il n'est pas plus misogyne que Macron ou un autre, mais on crée une image, à partir du bouquin qu'il a rédigé il y a une dizaine d'années, on crée une image de misogynie. Et la réalité, ils s'en moquent du tiers comme du quart, ils s'en foutent de la réalité, qu'il ne soit pas plus ou moins misogyne. Mais l'important, c'est d'agiter un épouvantail. Et ça, c'est très difficile. Mais ça, c'est on le connaît installé... tous ceux qui ont fait de la politique savent à quel point les médias sont puissants pour vous diaboliser et créer autour de vous une image. C'est un peu l'histoire du sparadrap. C'est-à-dire qu'une fois que c'est collé, c'est compliqué de s'en... Et puis, il y a, quand on voit, moi, je m'amuse, enfin, maintenant, comme je ne suis plus directement concerné, je l'avais vécu quand j'étais candidat aux élections municipales à Paris, maintenant, c'est le pauvre Zemmour qui a pris le relais dans une registre bien plus important, mais au niveau national. Mais quand on voit ce qu'est être soit ignoré, ça ils peuvent plus l'ignorer, soit ensuite complètement vilipendé par des gens qui se foutent complètement de la réalité, de ce que vous pouvez dire, vont extraire un mot de ce que vous pouvez dire. Et d'ailleurs, ça concerne aussi bien des journaux prétendument à droite, comme Le Figaro, qui vont vous massacrer parce que vous avez dit un truc qui va être complètement déformé, amplifié, mais c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Le pouvoir des médias industriels est très efficace. On va faire avancer le débat, parce que excusez-moi Charles, je continue dans mon raisonnement. Si l'image de Zemmour est assez mauvaise sur un certain nombre de questions, est-ce qu'il n'y a pas, quels seraient les moyens de la corriger pour qu'il arrive éventuellement au deuxième tour, ce qui est le désir de beaucoup, ou au moins, et peut-être même vaincre le candidat qui lui sera opposé pour le moment dans les sondages, Emmanuel Macron. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens ne lisent plus. Donc, les journaux, les gens lisent des titres, mais ne lisent pas l'article. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde zappe tout. Donc, c'est les titres qui sont importants. Et la presse met exactement ce qu'elle veut comme titre, et ensuite, le contenu... Sauf que, Charles, les gens s'informent à travers la télé, la radio, les réseaux sociaux. Ils s'intoxiquent à travers la télé et les réseaux. C'est ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, mais gardez votre esprit critique. Bien sûr. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et c'est très difficile, parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement d'informations qui arrivent de partout qu'ils n'ont plus l'esprit critique. Et ça c'est une chose. Quant au sondage, on leur fait dire exactement ce qu'on veut, suivant les questions et comment on les pose. Est-ce que cette attitude-là n'est pas un risque de dire, comme le dit Françoise, le sondage est biaisé, il a même été truqué, c'est presque ce que vous indiquez. Est-ce que c'est pas une manière de nier une réalité, ou en tout cas d'éviter un sujet qui peut être un sujet préoccupant pour un candidat? Oui, mais il suffit de voir le nombre de gens qui assistent aux réunions qu'organise Éric Zemmour ou qu'organise l'équipe d'Éric Zemmour en ce moment, alors qu'il n'est pas encore officiellement candidat, pour se rendre compte qu'il a du succès. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il dit tout ce que les gens disent tout bas, et malheureusement pour nous, les Français, tous les jours, les faits divers lui donnent raison. C'est sûr. Et je crois qu'en plus, il faut aussi souligner qu'Éric Zemmour a le courage, il est le seul dans la classe politique actuelle, à demander, une fois qu'il serait élu, l'abrogation des lois mémorielles, l'abrogation des lois Fabius, Pleven, Fabius, Guessot. C'est indispensable. Il faut un sacré courage politique pour dire ça. Ce que disent ces lois mémorielles. Ce sont les lois qui nous empêchent de nous exprimer. Ce sont les lois qui nous font tomber qui accusent de racisme n'importe qui, dit quelque chose qui n'est pas dans les bloque la contradiction, rails. Mais vous pensez que ces propositions sont à même de rétablir l'image d'Éric Zemmour? Bien sûr que non. Image qui est dégradée. 70% des gens pensent qu'il n'a pas l'étoffe pour être président de la République. C'est très préoccupant. Il faudrait dire que là,
en fait, le problème de Zemmour de ce côté-là, c'est qu'il fait une campagne de premier tour pour l'instant. C'est-à-dire que, ça on sait toujours qu'il y a un premier tour avant le deuxième tour, donc c'est vrai qu'il clive en osant dire qu'il faut abolir ces lois qui sont scandaleuses. Aux États-Unis, c'est impossible. Il y a dans la Constitution un amendement qui dit la liberté d'expression est un principe intangible et absolu. Et puis si les gens racontent n'importe quoi, tant pis pour eux, de toute façon, ils sont ridicules et l'opinion, qui est suffisamment mûre, ne les écoute pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Bon. Donc, il est effectivement dans une logique de premier tour assez efficace et on voit qu'il malmène beaucoup Marine Le Pen de ce point de vue-là. Alors maintenant, il y a la question du deuxième tour. Et là, je crois qu'il faut d'accéder au deuxième tour. Non, mais je pense qu'il peut y arriver dans la dynamique actuelle parce que justement, en clivant, il va attirer à lui et puis encore quelques incidents en banlieue et ça peut faire l'affaire. Mais la question, c'est le deuxième tour. Au deuxième tour, vous avez l'arsenal des médias industriels qui va vous dire, bon ben voilà, c'est le diable contre Macron qui est peut-être pas terrible, mais contentez-vous de Macron. Bon. Et la difficulté, je pense, qui va être importante pour Zemmour, c'est, pour revenir à ce qu'on disait, c'est de montrer que les enjeux économiques et sociaux, d'accord, qui semblent un peu accessoires dans son discours, en réalité sont liés à ceux qu'il met en avant. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans les banlieues, s'il y a des problèmes avec l'islam, ça n'est pas qu'un problème lié aux banlieues à l'islam. C'est parce que la France s'est désindustrialisée. C'est parce qu'on s'est appauvri. C'est parce qu'on a fait venir des gens qui étaient sous-payés, d'accord, et qu'on les a laissés ensuite faire venir leur famille. Et que tout se tient. Mais ça, c'est le débat. Jean-Pierre. Oui, ça, c'est bon. Ça, on a bien compris. C'est l'axe de campagne, le futur axe de campagne de Zemmour. Est-ce que ça suffira pour créer une dynamique et même un programme politique? Parce que je suis désolé, il y a plein de trous. C'est comme un gruyère. Il y a plein de trous dans son discours. Il manque plein d'éléments, notamment sur la sécurité. Parce que c'est bien gentil de faire le constat. Moi, je le fais aussi. Le constat sur la sécurité, il y a des tas d'éléments. Il n'y a pas de solution concrète à part balancer des slogans. Et comme font tous les autres partis politiques. Et je reviens sur ce que je disais au départ. Je suis désolé. Zemmour n'existe que parce qu'en face de lui, il n'y a personne. Et j'insiste là-dessus. Pour le moment. Mais faut voir. C'est le moment Zemmour. Il y a au moins Macron. Lui, il existe et il est bien installé à l'Élysée. Il a le soutien de ceux qui dépensent du pognon. À droite, à droite, on a un délitement total de l'appareil politique. Je suis désolé, ils sont à la recherche du candidat magique, du génie qui sortira de sa boîte. C'est une déshérence totale. Et la gauche ? Sarkozy a bien cassé la boutique. Ok, merci monsieur. Et la gauche est un désastre absolu. Pourquoi ? Parce que justement, la gauche a renoncé à tous ces débats sécuritaires, n'a pas voulu regarder la réalité en face. Il y a un véritable délit de déni, j'insiste là-dessus, parce que la sécurité leur a échappé. Et c'est ce que j'ai dit, ce que je vous dis là, je l'ai dit à des représentants politiques de la gauche, de la France insoumise notamment, et je leur ai dit les yeux dans les yeux, vous avez laissé échapper ce débat alors que vous êtes supposé représenter les classes populaires les plus déshéritées. Et c'est un scandale. Et ça, à ce niveau-là, c'est un scandale. Quand on reprend les discours de Marchais, la gauche de Marchais à l'époque et aujourd'hui, mais le retournement est assez spectaculaire. Mais complètement. Mais de toute façon, la gauche d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qui ? C'est Hidalgo ? Il faut être sérieux, quoi. Non, mais le problème, c'est que c'est pas uniquement idéologique. Le problème, c'est que c'est clientéliste. C'est-à-dire qu'ils ont cherché les voix des banlieues, mais ils ont cherché les voix des banlieues. C'est ça, c'est typiquement ce qu'a fait Mélenchon. Ils cherchent les voix des banlieues, donc ils abandonnent le discours effectivement de marché du temps où, pas loin d'ici d'ailleurs, à Ivry ou Vitry, ils démolissaient les foyers Sonacotra pour virer les immigrés. C'était le Parti communiste qui faisait ça. Tous les partis ont beaucoup évolué. Jean-Pierre Colombiès, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, d'ailleurs dans la gauche, on peut y ajouter également la naïveté ou le dogmatisme des écologistes qui... Alors eux, on parle de déni, mais c'est pire que tout. Je vais dans les villes qu'ils gouvernent aujourd'hui, et c'est tant mieux d'ailleurs qu'ils les gouvernent, comme ça on peut voir à quoi ils sont bons, ou plutôt à quoi ne sont pas bons. Il y a une véritable défaillance à ce niveau-là, qui bénéficie à Zemmour pour revenir à la question initiale. Face à des gens comme ça, qui tournent le dos à la réalité, et qui, au contraire, parfois la soutiennent par leur discours de déni, mais pour des gens comme Zemmour ou comme pour Marine Le Pen, c'est un boulevard. Maintenant, est-ce que de cliver suffira pour être une personnalité de gouvernance ? Ça, c'est un autre débat. Et là, je suis beaucoup plus réservé. Parce qu'avec tous les défauts qu'a Macron, lui, au moins, il a l'avantage d'être, pour le coup, neutre et lisse. C'est moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire que les gens qui ont été éborgnés le trouvent neutre et lisse. On reconnaît les gens intelligents par ça. Messieurs, madame, ça, c'est un autre débat. On s'arrête pour aujourd'hui et on se retrouve dans quelques minutes pour le sujet numéro 2. À tout de suite.
Rebonjour, sujet numéro 2, les G20 et les COP. Alors on en est à la COP 26. Chacun se souvient de la COP 21 qui a eu lieu à Paris il y a 6 ans. La question, c'est à quoi ça sert ces sommets? On voit bien, les chefs d'État, les principaux gouvernants se rencontrent. Finalement, est-ce qu'il y a du concret et à quoi ça sert pour la bonne marche du monde? Et je cède la parole à Serge Federbusch. C'est avec grand plaisir que je réponds à cette question. Vous allez me dire, ça ne sert à rien, sujet suivant? Eh bien alors, effectivement, ça anticipe pas mal ce que je veux dire. Ça ne sert pas à rien, ça leur fait plaisir, ils font de la communication. Ce sont des grands... La com envahit tout, on le voit en politique constamment, jour après jour. Bon, ben ça, c'est la mutualisation internationale et planétaire de la communication des différents gouvernements qui en profitent chacun pour se faire mousser. Alors jusqu'à présent, on avait vu l'aspect plutôt positif des choses, c'est-à-dire, enfin positif en tout cas neutre, c'est-à-dire que ça leur fait plaisir, ça ne nous coûte pas grand-chose, et voilà, ça leur permet de faire les marioles devant leurs opinions. Vous parlez du G20 ou de la COP? Les deux, enfin tout ça, ce sont des... Avant, quand les dirigeants du monde entier se réunissaient, c'était après des événements majeurs. Il y avait le congrès de Vienne après la chute de Bonaparte, il y avait les grandes conférences, après les différents. Voilà. Mais maintenant, c'est plus de tout ça. Ce sont des grands-messes médiatiques. Bon, alors à quoi ça sert? Pas à grand-chose, ça sert pas à grand-chose, sauf en matière de communication, sauf qu'on commence à voir poindre maintenant les aspects négatifs de la chose. Ça commence toujours par de la com et ensuite ça se termine par des contraintes. Quels sont ces aspects négatifs? C'est qu'il y a souvent une espèce, par effet mimétique, de compétition dans des politiques qui peuvent être délirantes. On le voit par exemple sur le réchauffement climatique où on a décidé qu'il était massif, qu'il était anthropique et qu'il fallait pour ça lutter contre l'automobile et le chauffage urbain pour pouvoir en fait réduire la... Enfin tout ça, à chaque étape du raisonnement, on passe de constats qui sont plus ou moins objectifs à des trucs de plus en plus délirants. Et il y a un phénomène collectif de surenchère entre les chefs d'État sur le répressif dans ce domaine. Mais on l'a vu récemment, d'une certaine manière, le fruit du délire collectif l'origine du délire collectif qu'on a vécu avec le Covid-19, d'accord ? C'est un peu lié à ce caractère mimétique des gouvernements qui vont toujours surenchérir sur ce qui se fait à côté, d'ailleurs en ne présentant que ce qui les intéresse sur ce qui se fait à côté, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se fait précisément, pour pouvoir ajouter à la contrainte face à leur propre peuple. Et donc, cette espèce d'emballement, ces grands-messes médiatiques internationales, après en avoir vu le côté un peu, je dirais, le Barnum, le cirque planétaire, maintenant, on commence à en voir les aspects négatifs. Jean-Pierre... Donc, je serais assez inquiet vis-à-vis de ça. Jean-Pierre Colombier, ça ne sert pas quand même que les chefs d'État se parlent en aparté, face à face, puissent se dire des choses, c'est pas important. Faut surtout, non, mais ils se parlent avant, ils se parlent après. Il y a FaceTime, non, mais ça, c'est pour veulent crypter. Non, mais le G20, la COP21, on peut appeler ça comme on veut, c'est pour nous, c'est pour les médias, c'est pour le peuple, c'est pour la population. On dit, regardez, on s'entend bien, regardez comment on s'aime bien, on se touche du coude. Enfin, effectivement, c'est un Barnum, c'est du show, c'est tout ce qu'on veut. Il faut savoir surtout que tous ces pays-là n'ont absolument pas les mêmes intérêts. On ne tire pas dans le même sens. Là, que ce soit la Chine ou l'Inde, il faut être sérieux. Ils ont des impératifs à donner. Ils sont d'ailleurs absents des deux réunions. Et pour cause, parce qu'eux sont dans une dynamique. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des pays anciens. Enfin, ils sont anciens culturellement, millénaires. Non, mais je parle d'une construction moderne. La Chine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est Mao, c'est 1949. Avant, c'était des principautés avec des chefs de guerre, beaucoup plus disparates que ça, beaucoup plus diverses. Dans les frontières actuelles, ça existe quand même depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le premier empereur de la distribution. Mais ça a toujours été ça n'est un pays moderne que depuis peu de temps. Bien sûr, on ne parle pas de la même chose. Le grand bond en avant de Mao, c'est les années 60. Je suis désolé, c'est pas l'industrialisation de la Chine, c'est pas millénaire. C'est pas vrai, puisque justement les premiers rapports du 19e siècle... Ça date de la désindustrialisation du 19e siècle font état d'un pays qui était à prendre. Et c'est pour ça que les Anglais, les Français et les nations ont colonisé la Chine. C'est pas pour rien. L'Inde, c'est exactement la même chose, tout simplement parce qu'elle était sous l'influence de l'Angleterre, qui ne tenait pas à ce qu'elle s'industrialise pour ne pas être en concurrence avec l'appareil économique. Donc tous ces pays-là, Inde, Chine, Indonésie et certains pays d'Afrique ne rêvent que d'une chose, c'est de développer leur appareil industriel pour satisfaire le besoin de consommation de leur propre population et leur apporter tout simplement le confort dont l'Europe a bénéficié depuis tant d'années, l'Europe et les États-Unis. Donc ces pays-là viennent à ces réunions ou n'y viennent pas,
soit parce qu'il méprise ouvertement le discours comme Bolsonaro, alors lui, il ne se donne même pas la peine d'envoyer un Bristol. Bolsonaro, pour autant, était présent au G20. Hein. Non, mais oui. Il a été boudé par tout le monde, mais il était présent au G20. Et il gère sa boutique à sa manière. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on ne tire pas dans le même sens. Clairement, donc on est là, on affiche une bonne entente générale. On sait très bien que tout ça éclatera lorsqu'il y aura la défense d'intérêts primordiaux de toutes les nations. Je pense à la mer de Chine, je pense à ces guerres, ces futures guerres de territoire et d'influence. Donc il faut prendre ça, je dirais, pour ce que c'est. Juste un mot, ça donne aussi à des scènes cocasses comme la scène où on a été humilié, mais au dernier degré, par Biden et Macron, là, dans l'histoire des sous-marins, où à la fin, Biden dit « Mais oui, oh, je pensais bien que vous étiez au courant », et le Macron est comme ça, et puis il lui prend la main, il lui met une petite tapette comme ça, mais comme un caniche, d'accord. Et c'est une honte pour la France. Bon, Charles de Bourbon-Parme. Moi, je pense que ces rassemblements, ils existent depuis toujours. Et avant, c'était des chefs de guerre ou de tribus qui se réunissaient. Et le fait qu'ils se connaissent les uns les autres, tout le monde pensait, les peuples pensaient, que peut-être ils se battront moins dans le futur. Ouais. Bon, aujourd'hui, on est arrivé au G20. Je ne sais pas pourquoi c'est le G20, parce qu'ils ne sont que 19 d'ailleurs. Mais enfin, c'est parce que l'Europe est en plus. C'est pas très grave. Charles, juste, j'ai là devant moi la liste de tous les pays. C'était assez intéressant. Il y a un seul pays africain, c'est l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays d'Asie, l'Indonésie, le Japon, la Corée, des pays comme ça. La Chine, bien entendu. Et puis des pays d'Amérique latine et surtout des pays européens. C'est mal distribué, on est d'accord. Non, mais c'est le reflet des 20. Mais pour revenir à la COP 26, parce que c'est un peu l'actualité en ce moment, quand on pense que la Chine, et vous le disiez tout à l'heure, n'est pas présente et que la Chine correspond à 40% des émissions de carbone, pas venir. 40%, et que 60% de l'électricité dans le monde est produite par l'énergie fossile. Bon, ça, il faut le savoir. Mais une fois qu'on sait ça, et qu'on sait également qu'en France, grâce à nos centrales nucléaires, on est l'un des pays les plus propres du monde, mais je ne sais pas pourquoi on nous inflige, à nous, Français, des normes et des demandes qui sont totalement ridicules. Nous sommes les plus propres au monde. Ça serait bien que les autres pays regardent ce que nous faisons pour pouvoir copier ce que nous avons fait. Et pas nous infliger des normes et des machins. Charles, franchement, je pensais que vous alliez nous parler des grands congrès où certains membres de votre famille ont assisté. Est-ce que ce n'était pas des moments utiles que les têtes couronnées se rencontrent, même si on a bien vu que ce sont les petits-fils de Victoria qui se sont battus pendant la guerre de 14? Je prendrai l'exemple sous un autre biais. Oui. Dans nos familles, on disait il vaut mieux une bonne alliance qu'une guerre. Alors, qu'est-ce que c'était que des alliances? C'était pas des contrats de non-agression ou tout ce que vous voulez, c'était des mariages. Et c'est pour ça que les rois mariaient leurs filles ou leurs fils avec les rois voisins, etc., pour justement créer des alliances. C'était pas des mariages, c'était des alliances pour éviter justement ces guerres. Ce qui marchait qu'à moitié. Pas du tout. Ce qui marchait pas trop mal. Bon, si, ça marchait pas trop mal. Ça marchait pas trop mal. C'est bien les Saxe-Cobourg, je crois, ont changé de nom pour devenir les Windsor au moment où, en 1917, Édouard VII s'est rendu compte que la royauté anglaise n'aurait pas survécu si jamais il ne devenait pas un Anglais. On peut faire de l'histoire, et c'est peut-être pour ça que Hitler a laissé partir les Anglais de Dunkerque, parce qu'il voulait peut-être faire une alliance avec cette famille royale qui avait des origines allemandes. Vous savez, on peut réfléchir à tout ça. Et on peut tout prendre dans tous les sens. Il n'empêche qu'on envisage mal, excusez-moi, ça va vous faire sourire, un mariage Biden-Bolsonaro. Voilà. Un mariage comment, vous dites? Biden-Bolsonaro. Bébé. On ne pourrait pas y arriver. Il y a une grande différence d'âge, on va dire que c'est le seul obstacle. Mais les différences d'âge ne dérangent pas. Qu'est-ce que vous proposez comme remplacement à ces mariages qui marchaient plus ou moins bien pour que les gens se rappellent? Je vous rappelle... Il faut proposer un grand remplacement, c'est ça? Pour les gens se parlent. Je ne sais pas. Le G20, c'est 80% du PIB mondial. C'est la Banque centrale. Et 99,9% de la dette. C'est la Banque centrale. 75% du commerce. Ouais, mais... Donc c'est les gens qui pèsent. C'est 60% de la population. Mais c'est pas parce qu'on met une bande de gens qui... Mais le G20, c'est la mondialisation aussi, il faut le dire. Ça change rien. C'est pas parce est-ce que la mondialisation est la réponse à nos problèmes d'aujourd'hui? Bon, il y en a une qui n'a pas parlé, c'est Françoise Monestier. Oui, non, mais je pense que c'est... Actuellement, nous voyons à
à Glasgow que ce genre de péripéties ne sert qu'à mettre en avant des gens, par exemple, comme cette petite Thunberg, qui arrive avec 4 autres complices issus de pays différents, et ce ne sont que des marionnettes de M. Soros et du mondialisme. C'est tout, ça ne sert pratiquement qu'à ça. Et je pense que Glasgow, le premier ministre britannique essaie de s'en sortir en demandant que si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, ce sera une catastrophe. Mais non, ce ne sera pas une catastrophe. Ce ne sera pas une catastrophe. La catastrophe, elle est déjà là. La catastrophe, alors, si vous voulez qu'on parle quelques chiffres, c'est plus 1,5% l'objectif. C'est limiter la hausse de température à plus 1,5%, alors que la tendance est à plus de 2,7%, avec des conséquences parfaitement désastreuses sur la planète. Un pays comme la Chine devait être présent à cette réunion, puisque le monde entier actuellement dépend de la Chine sur le plan industriel. De la Chine sur le plan industriel et de l'Inde sur le plan de l'Inde qui nous fournit les médicaments et toute la pharmacie existante. L'Inde est présent. L'Inde est... Bon. Aussi bien au G20, bien sûr. Soyons politiquement incorrects. Allons-y. Et ne parlons pas non plus de l'absence de la Turquie. Alors, soyons politiquement incorrects sur le sujet. Une des grandes solutions au problème de l'humanité en termes d'espace, de ressources naturelles, etc., ça porte un nom aujourd'hui. C'est la Sibérie. D'accord. C'est énorme. Bon, voilà, c'est nettement plus grand que le Canada ou tout ce que vous voulez. Ça recèle des matières premières gigantesques. Bon, c'est extrêmement peu développé et peuplé du fait d'un climat extrêmement rude parce qu'il y fait très froid. Alors, je vais être extrêmement provocateur, mais on pourrait parfaitement vous dire que demain, s'il fait 2 degrés de plus sur Terre, ça va peut-être faire disparaître les îles Tonga. Mais du point de vue de l'intérêt collectif de l'espèce humaine, le développement de la Sibérie est infiniment supérieur à la disparition des îles Tonga. Alors effectivement, ce genre de phrase, ça peut hérisser le poil de beaucoup d'abrutis qui sautent sur leur chaise en disant réchauffement climatique. Mais bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, pour autant que on puisse vraiment démontrer que c'est lié aux activités humaines, ce qui n'est pas encore tout à fait scientifiquement le cas, parce que ceux qui disent ça, d'accord, ce sont des gens qui, structurellement et financièrement, ont intérêt à porter ce message à travers le GIEC. Lisez les bouquins de Girondeau, ils sont extrêmement éclairants sur le sujet. Vous faites partie de ceux qui d'une certaine manière, nient le réchauffement climatique. Moi, je suis climato-réaliste. Je ne nie pas qu'il y ait un réchauffement, mais je ne suis pas sûr que ça soit lié à l'activité humaine, ou en tout cas marginalement, et je ne suis pas sûr que bien accompagné, parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire de la Terre bien avant et bien plus important. Je ne suis pas sûr que bien accompagné, ça ne soit pas de l'intérêt de l'espèce humaine et même de la planète. Jean-Pierre Colombiès. Je vais essayer d'être plus synthétique. Oui, parce que j'ai des choses à dire aussi. Très bien. Il nous reste un petit peu de temps. Jean, ne vous en faites pas, il nous reste un petit peu de temps. L'important, c'est qu'on ne se parle pas tous ensemble. Oui, non, mais très rapidement. Jean-Pierre. Il ne faut pas être démago non plus. Si les îles Tonga disparaissent, peut-être que ça gênera que les Tongiens, mais il n'y aura pas que les îles Tonga qui disparaîtront. Le niveau de la mer englobera malheureusement beaucoup d'autres pays. Après, que ce ne soit pas uniquement lié à l'activité humaine, là je rejoins un peu le dialogue, parce qu'il se trouve que j'ai fait aussi pas mal de plongées sous-marines. Or, il existe des lieux de plongée sous-marine qui datent du temps paléontologique, je ne sais pas, je ne vais pas le dater, je ne vais pas lancer dans l'aventure de la datation, ce n'est pas mon domaine. Mais vous avez des entrées de grottes sous-marines anciennement occupés qui sont sous l'eau aujourd'hui, qui sont à 16 mètres sous l'eau. Des alignements de menhirs, et ils continuent sous l'eau. Ils ne faisaient pas de plongée à l'époque. Donc je pense que les hommes préhistoriques n'ont pas construit ces menhirs sous l'eau. Conclusion, ça veut dire quoi ? C'est tout à fait documenté. Conclusion, c'est que l'eau monte depuis longtemps. Alors, ou descend. Non, elle monte, elle descend, ça dépend. D'abord, tout était d'une sinusoïdale, tout le chaud, le froid, etc. Tout ça bouge, ça monte, etc. Mais alors, c'est très bien de lutter contre les émissions de carbone, parce que c'est vrai, les pots d'échappement, c'est du poison, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais une chose auquel j'ai lu dernièrement, et c'est assez intéressant, c'est que la NASA étudie pour pouvoir aller sur Mars. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'aller sur Mars. Mais ça ne concerne pas. Ça ne nous concerne pas, nous. Non, ça concerne vos enfants, vos petits-enfants. Pour notre prochaine émission. Et ils se sont rendus compte que la température, également, sur Mars, augmente. Et sur Mars, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas de camion, il n'y a rien de tout ça.
conclusion de la chose, c'est que le Soleil est en ce moment dans une période où il rayonne un petit peu plus fort. Alors le Soleil, lui, il existe depuis plusieurs milliards d'années, il était là avant même que l'homme soit là, et le Soleil a des périodes où il rayonne plus et des périodes où il rayonne un petit peu moins, des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement. Nous sommes dans une période de réchauffement. Mais alors on se dit, alors j'ai exprimé ça à un scientifique, il m'a dit oui, mais c'est une période de réchauffement, c'est très court. Mais qu'est-ce qui est très court pour le Soleil? Pour le Soleil, lui, qui existe depuis des milliards d'années, une période de réchauffement courte pour le Soleil peut être une centaine d'années pour nous. Une centaine de milliers même. Donc il faut un peu moins de carbone, et qu'on jette un peu moins de carbone, mais le réchauffement... Il aura lieu. Il a lieu, nous le subissons, et on n'y peut pas grand-chose, en fait. C'est toute la question de la COP. C'est toute la question de la COP. La question de la COP, c'est est-ce que l'humain est capable de se mobiliser pour que la température augmente moins vite. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que les vraies questions environnementales, les vraies, parce qu'il y en a quand même, hein, la pollution des océans et des mers, ça, c'est un vrai sujet. On le voit, mais c'est marginal par rapport à la question. Il parle beaucoup. Et ensuite, Françoise. Alors, c'est marginal par rapport à la question du réchauffement dans les discussions, alors que c'est majeur. Et on en voit d'ailleurs les effets pernicieux. Vous êtes plongeur, moi, ça m'arrive de plonger aussi. La prolifération des méduses en Méditerranée, c'est un vrai problème. Elle n'est pas due à la pollution, elle est due au réchauffement de l'eau. Non, c'est lié à la disparition d'espèces prédatrices comme les tortues, qui en fait sont chassées par justement la surpêche et la disparition de leur écosystème, et tout ça est lié. Mais ça, on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins que du réchauffement climatique, alors que c'est un vrai gros sujet qui impacte aussi bien dans leurs loisirs que dans leur alimentation de nombreuses catégories de la population. Et ben moi, ce qui me gêne aussi dans cette histoire de réchauffement climatique, c'est que c'est devenu c'est monothématique. Ça oriente le feu des critiques sur des faux problèmes. On est effectivement critiqué. Serge, je vous coupe. Attendez, je vais aller dans un autre raisonnement, si vous le voulez. Le G20 n'existe pas. Les chefs de l'État continuent à se parler par téléphone et visioconférence. La COP26 n'existe pas. Vous pensez que le monde se porte mieux? Françoise. Non, mais Françoise le réchauffement climatique, je pense, est à rapprocher de notre culpabilisation permanente vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de l'invasion migratoire, vis-à-vis de l'islam, etc. C'est la même chose. J'ai l'impression qu'en ce moment, le réchauffement climatique qui est dénoncé par Madame Thunberg, par Monsieur, par tout un tas de gens, les mêmes mécanismes sont actionnés par les gens qui nous manipulent. Alors, le réchauffement climatique fait partie de cela. Ça fait partie du système. Et là, je voudrais citer la préface que Pascal Bruckner a faite d'un livre de M. Schellenberger qui faisait la une de Valeurs Actuelles cette semaine. Et je cite Pascal Bruckner. « Une partie du monde occidental veut mourir rongée par la haine de soi, et la culpabilité et le réchauffement. » C'est ça. C'est la même chose. Il y a autre chose. Jean-Pierre. Je pense que c'est la même chose. Alors, évidemment, on fait pleurer les gens en parlant des petits, mais il y a quand même la Lorraine. La Lorraine vivait sous un climat tropical il y a 3000 ans. Tout à fait. Mais il y a autre chose. Pardon, oui, mais OK, le Groenland aussi. Oui, mais enfin, il y a autre chose. Je peux citer beaucoup d'exemples comme ça. Jean-Pierre Colombiès. Il y a autre chose, c'est qu'on vit actuellement une révolution industrielle nouvelle, où il y aura de grandes mutations. Et ces grandes mutations, au lieu de les expliquer au commun des mortels que nous sommes, sont couvertes, sont habillées justement par des réunions comme celle-ci. On fait de la communication, mais ce qui va se passer à un moment donné ou à un autre, c'est l'abandon de certains systèmes de production contemporains. Souvenez-vous de l'époque des charbonnages de France, où on a accompagné pendant des années une économie qui était déficitaire, mais qu'on n'a pas
interrompu brutalement parce qu'il y avait des centaines de familles, des milliers, de dizaines de milliers de familles qui vivaient grâce à ça. Or aujourd'hui, cela dit, le charbon aujourd'hui au niveau planétaire n'a jamais été exploité bien sûr. autant. Oui, les charbonnages de France, regarde ce qui se passe en Chine. Existe en Chine. Oui, tout à fait. Mais je parle de la France. Mais à un moment donné, ces énergies fossiles, bon, ça me nuit. Je pense notamment au pétrole, mais il faut amortir ce choc, la future disparition du pétrole. Le pétrole, à un moment donné ou à un autre, on ne s'en servira plus pour différentes raisons. Soit parce qu'il y en a moins, soit parce qu'on aura mis en place une industrie de substitution. La question, c'est est-ce que le temps qui reste est suffisant pour qu'on ait 100 ans comme pour le charbonnage, comme pour le charbon, juste un mot. Ou est-ce qu'on doit aller beaucoup plus vite? Ça ira Je crois que ça accompagne le discours sur la décroissance. En fait, pourquoi ce sera le mot de la fin. Oui, pourquoi est-ce qu'on nous parle de tout ça? C'est qu'en fait, on s'appauvrit en Occident, on s'appauvrit. Et le discours sur le réchauffement climatique, comme celui sur la décroissance, c'est-à-dire restreignez-vous, consommez moins, faites ci, faites ça en moins, bon, c'est un moyen de faire accepter par les populations, en fait, d'habiller idéologiquement de manière positive quelque chose en réalité qui est subi et qui est de l'ordre de notre déclin économique. Et c'est le rôle d'une idéologie pratiquement en toute occasion, c'est de faire croire, d'habiller d'habits positifs quelque chose en fait qui est subi et qui est en fait un recul et un déclin. Ils nous font accepter le déclin en nous expliquant que c'est pour notre bien. C'est ça le fond du problème du réchauffement climatique. Donc suicidaire. Oui, c'est une forme d'accoutumance au déclin. On va en rester là. C'est certain que c'est pas aujourd'hui que je vais vous réconcilier. C'est certain que c'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre le problème climatique. Mais dans tous les cas, on va parler d'un sujet qui est vraiment qui n'a rien à voir, mais qui est très intéressant. C'est celui de l'orthographe. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et le dernier sujet donc. Très franchement, quand j'ai mis ce sujet sur la table, c'est parce qu'en fait, mon analyse et ce que j'avais perçu de la société, c'est que tout le monde se moquait de l'orthographe et qu'en gros, bien écrire ou mal écrire était quelque chose qui n'était plus valorisé. Eh bien, une enquête récente auprès de DRH, donc de responsables des relations humaines, montre que l'orthographe est perçue comme très importante pour recruter les cadres et les cadres moyens et cadres dirigeants dans les sociétés. Et je me suis demandé pourquoi, d'un seul coup, l'orthographe aurait repris l'importance. Et je cède la parole pour ça à Charles. Merci beaucoup. Vaste sujet. Alors, votre orthographe, elle est bonne, Charles? Moi, je suis dyslexique. Alors, j'allais le dire, justement. Je suis dyslexique et j'ai eu énormément de mal avec l'orthographe. Mais la dyslexie est aussi un atout. Oui. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai. Ceci dit, je fais des fautes. Alors, je ne vois pas les miennes, mais je vois celles des autres. C'est très intéressant. C'est déjà ça. Ça arrive Bref, il faut savoir que dans le temps... C'est valable pour d'autres sujets. Voilà. Et vous n'êtes pas le seul. Dans le temps, l'orthographe avait peu d'importance. Ce qui était important, c'était la syntaxe. Oui. Napoléon faisait des fautes d'orthographe et personne ne lui a jamais rien dit, quoi que ce soit. L'orthographe est devenu quelque chose d'important, c'est quelque chose de récent, finalement. Et je comprends qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise reviennent sur l'orthographe parce que ça démontre un petit peu pas la quantité, mais comment ont été faites les études de la personne qu'ils ont en face d'eux. Aujourd'hui, dans les écoles, alors ça aussi c'est un autre sujet, je pense que le ministère de l'Éducation, je pense que l'éducation elle doit être faite à la maison et que l'instruction elle doit être faite à l'école. Donc ça aussi c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est l'orthographe qu'on apprend à l'école, alors qu'à la maison alors, on apprend j'allais autre revenir chose. À l'école. Oui. À l'école aujourd'hui, les élèves passent d'une classe à l'autre, plus personne ne redouble, tout le monde est très content, tout ça est merveilleux, tout le monde a son baccalauréat et tout le monde sort de là et ils arrivent dans les universités où ça commence à devenir compliqué, où la majorité d'entre eux échouent la première année. Moi, je pense que dans les écoles, il faut remettre le CAP, il faut remettre ce que j'appelais dans le temps, je vais passer le BEPC, quelque chose d'équivalent, et il faut remettre un baccalauréat difficile. Il faut savoir que dans le début des années, autour de la guerre 14, je dirais, avant ou après, seulement 2% des candidats obtenaient leur baccalauréat.
Aujourd'hui, on en est à 80%. Oui, mais j'entends. Mais quel est le rapport, le rapport avec l'orthographe ? Eh bien, essayez de passer votre CAP et de faire des fautes d'orthographe comme c'était dans le temps. Eh bien, vous ne l'aviez pas. D'accord. Tout simplement. Françoise Monestier. L'orthographe, c'était le combat des hussards noirs de la République. Oui. L'orthographe, c'était cela. C'était plus l'alphabétisation. Oui, mais l'orthographe aussi, parce que les gens qui passaient leur certificat d'études essayaient aujourd'hui de passer... Faites passer le certificat d'études qui est des années 30 à des gens à un bachelier. Je ne dis pas qu'il échouera, mais en tout cas, il ratera la dictée. Les dictées. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de dictées dans les écoles. Il y avait des dictées. Je cherche en normalien, sachant écrire. J'ai des enfants, ils n'ont pas de dictée à l'école, ils n'ont pas eu de dictée. On leur fait recopier des textes. Mais alors, quoi, ça ? Ce qui est aussi intéressant, c'est un article paru sur le site d'Atlantico qui dit que cette question de l'orthographe, on s'est aperçu comment, avec le Covid, et surtout, on s'est aperçu que le manque d'orthographe venait d'une immigration mal assumée et mal gérée. Ça, c'est aussi intéressant. Merci. C'est quand même très intéressant parce que vous avez des classes où vous avez combien d'enfants de nationalités différentes qui, quand ils rentrent le soir chez eux, ne peuvent pas trouver auprès de leur famille, auprès de leurs parents, un père ou une mère capable de leur faire une dictée ou capable d'orthographier un mot. Françoise, vous avez parlé du confinement. En quoi ça a joué pour que les DRH, vous avez raison, c'est un des éléments qui s'est passé. Pourquoi les DRH ont pris conscience de l'importance de l'orthographe ? Mais ils ont pris conscience de l'importance parce que... Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui serait passé ? Ils n'avaient pas en face d'eux. Ils avaient des gens qui étaient bloqués chez eux, qui ont sûrement envoyé des curriculum vitae via Internet ou des SMS, etc. Ils se sont aperçus que ces gens étaient incapables soit de rédiger un curriculum vitae, soit envoyer une lettre de motivation qui était truffée de fautes d'orthographe. C'est beaucoup plus profond que ça. Allez-y, je pense que ensuite je vous cède la parole. Pendant le confinement, un des grands bienfaits du confinement, c'est que les gens se sont aperçus que quand tout va mal, tout ce qui reste, c'est la famille. Oui. Donc les enfants, les oncles, les tantes se sont retrouvés en général en famille, dans une maison à la campagne, ou chez les uns ou chez les autres. Et se retrouvant ensemble, ils se sont rendus compte que l'éducation nationale ne faisait rien pour que les enfants qui sont à l'école apprennent quelque chose. Ils se sont rendus compte du trou abyssal qui, aujourd'hui... Et vous pensez que les DRH l'éducation nationale ont été dans cette situation-là aussi ? À tous les niveaux. Il y a les jeunes, les moins jeunes et les anciens qui arrivaient au baccalauréat et qui arrivaient ensuite. Et ceux-là qui ont été obligés d'envoyer des CV pour avoir des stages à la sortie, etc., ils se sont aperçus que c'était affligeant ce qui se passait. Serge, je voudrais parler d'une expérience personnelle parce que je pense que c'est quand même effectivement plus profond que ça. Il m'arrive quand même assez fréquemment de recruter des gens, des cadres même, enfin en tout cas des gens... très bien formés. Et j'ai toujours, depuis quelques années, de plus en plus attaché justement de l'importance à leur orthographe. Et pourquoi ? Alors, le fond du sujet, à mon sens, c'est que la maîtrise de l'orthographe, outre le caractère un peu de classe ou même d'origine nationale, parce que il arrive que beaucoup de Français maîtrisent mal la langue française, c'est que c'est quand même une discipline où on attache de l'importance aux détails. D'accord ? Où on est sourcilleux sur justement le moindre détail parce que les règles de la grammaire, de la conjugaison, etc. sont très précises. Et finalement, c'est un critère pour faire le tri entre ceux qui sont négligents sur les détails et ceux qui ne sont pas négligents, qui ont de la discipline. En fait, c'est une discipline. Avant, la discipline, c'était quand même les mathématiques. Voilà, la rigueur de la pensée, l'expression algébrique, etc. Comme ça compte de moins en moins parce que, les instruments de calcul sont automatisés aujourd'hui, informatisés, qu'on n'a plus besoin pratiquement à un niveau très élevé d'abstraction mathématique de gens qui savent poser des équations ou résoudre des équations, eh bien, de plus en plus, et paradoxalement, le critère qui va montrer qu'un esprit ne néglige pas les détails. On a besoin de gens qui aient de la conscience professionnelle, qui soient justement précis et qui, quand on leur demande un truc, ne fassent pas un truc à peu près.
mais façon qu'on leur demande, eh bien, ce sont des gens qui ont montré dans leur passé qu'ils étaient capables d'attacher de l'importance à l'orthographe. Et je crois que c'est ça le fond du problème. Le côté social joue. Le côté de classe joue, le côté de nationalité joue, mais la vraie différence, c'est les je m'en foutistes, les gens qui sont dans l'à peu près, et les gens qui sont sourcilleux, précis, et qui regardent les choses. Et l'orthographe, aujourd'hui, paradoxalement, ça redevient le critère, puisque les maths, ça ne l'est plus, le critère qui permet de distinguer ceux qui bossent pas. Et Jean-Pierre Colombiès. Il y a effectivement, pour aller un petit peu dans le même sens, il y a aussi le désintérêt d'être compris de l'autre. Et je pense notamment, ça peut peut-être vous paraître surprenant, mais à ce qu'écrivent certains médecins. Vous vous rendez compte que dans certaines ordonnances, on comprend à peine ou dans certains comptes rendus médicaux, on comprend à peine ce qui est écrit. Pas simplement parce qu'il y a toujours une forme d'écriture un petit peu rapide de certains médecins, mais aussi dans justement la difficulté de trouver un orthographe cohérent. Et c'est important pour le patient de comprendre ce qui est écrit. Et au-delà de ça, on se rend compte que depuis quelques années, il y a un vrai mépris de la culture générale, globalement, et de l'orthographe en particulier. On ne s'attache plus aux belles lettres. Ça n'intéresse plus personne parce qu'on est passé à l'orthographe inclusive, on est passé au langage SMS. Et ça fait des années, on n'écrit plus de lettres, on n'écrit plus rien. Il n'y a plus de communication. Sauf que les DRH, ils reçoivent des CV. Et c'est normal. C'est marrant parce que j'ai appris qu'en fait, beaucoup de CV étaient lus par des machines et que les machines avaient été programmées pour être tolérantes vis-à-vis des fautes d'orthographe. Et les DRH reçoivent également des lettres de motivation qui, elles aussi, sont lues par des machines tolérantes. En revanche, ce qui se passe, c'est que les DRH, la personne, elle, est intolérante à l'orthographe, aussi bien dans le CV que dans la lettre de motivation. Et je pense qu'on se rend compte qu'on merci de dire que l'humain a encore sa place quelque part. C'est ce que je veux dire. Bien sûr. Et qu'on attache de l'importance aux belles choses et aussi à la compréhension de ce qui est écrit. C'est important. Ça fait partie du langage. Il y a le langage parlé, mais le langage écrit. Mais ça va aller de mal en pis, parce que la génération qui vient là maintenant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais sauf que les DRH, eux, ils disent pardon, on va y accorder de l'importance. Donc ça ne peut que devenir un critère. Mais tant mieux, c'est une digue. C'est une digue, c'est un blocage. Il faut quand même avoir en conscience que Aya Nakamura, contre qui je n'ai strictement rien de personnel, ce qu'elle dit, ce qu'elle chante, ce qu'elle écrit, est considéré comme le fait d'être une ambassade de la langue française. Or, comme on sait que c'est un langage très populaire qui est composé d'expressions ivoiriennes, je crois... c'est même pas populaire, c'est une espèce de gloubi-boulga africano-européen. Tout à fait, mais le problème c'est que, c'est l'artiste française la plus écoutée au monde, et 2, on considère que c'est une des ambassadrices de la langue française. Alors moi, je n'ai rien contre elle, vraiment. C'est les médias mais il faut vraiment aller chercher très loin. Cela étant, si demain, pour trouver un boulot, d'accord, eh bien, il faut maîtriser l'orthographe, c'est une question d'incitation. Les jeunes vont s'y remettre, parce qu'ils ont bon, c'est tout. Et donc, je dirais à Aya Nakamura, c'est une chose, mais les DRH, en réalité, c'est beaucoup plus important. C'est une caricature, Il y a un élément que disent les DRH, en fait, ils disent que c'est aussi une question d'image vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que quand on envoie un mail à quelqu'un, quand on envoie un SMS, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous, et que ce SMS n'est pas bien rédigé, ça pose un problème d'image par rapport à la société qui vous emploie. Mais si on confond un participe passé avec un infinitif dans une lettre, évidemment, ça change tout le sens. Ouais. Mais tout cela n'est que le résultat de 30 ans d'abandon par l'éducation nationale, de l'apprentissage du français, on se moquait du tiers comme du quart de l'étymologie, plus personne ne fait d'études classiques, le latin et le grec sont considérés avec mépris. Or, c'est un peu comme ne pas porter une cravate sur un débat télévisé. Tout découle de là. Oui. C'est facile. Là, c'est facile. Tout découle de là. C'est vrai, je suis le seul à ne pas avoir de cravate. Ah oui. Pardon. Et je pense qu'à ce moment-là, on ne devrait plus parler d'orthographe. Maintenant, c'est plus l'orthographe, c'est de la cacographie. Ouais. Les gens font de la cacographie. Mais j'espère les gens ne veulent plus écrire le français. Et il est sûr aussi que les publicités que l'on voit dans, par exemple, la chaîne de magasins Monoprix veut faire des jeux de mots et les gens doivent photographier des jeux de mots qui sont ma foi drôles, si on sait écrire ou si on sait mettre l'orthographe, mais souvent ça peut être effectivement du mauvais français. Sauf que la Monoprix s'adresse aux catégories CSP+,
qui, a priori... Oui, mais qui justement ne vont plus respecter les règles de l'orthographe. Mais peut-être que ça va nous mener à la défense du français, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est le début de quelque chose? Mais j'aimerais bien que ça fasse germer la défense de la langue française. Regardez les publicités autour de vous, il y a toujours des mots anglais. Je ne sais pas ce que fait l'Académie française à autoriser il y a des traductions obligatoires en dessous en petit caractère. Il n'y a pas que les publicités commerciales. Écoutez simplement le gouvernement. Olivier Véran, pour ne citer que lui, qui est l'éminence de ce gouvernement, passe son temps à parler en franglais. Il passe son temps à parler en franglais. C'est insupportable. Putain, mais voilà. Mais vous allez dans les comités d'entreprise et des choses comme ça, c'est très élégant de mettre des mots d'anglais au milieu. Ça fait longtemps. Est-ce que je peux terminer par une anecdote à destination de ça sera pas la fin, mais pas loin. Moi, j'aurais un regret. La dictée de Mérimée, d'accord? Oui. Bon. Quand elle a été inventée par Mérimée et donc dans la cour de Napoléon III. Donc il a pris l'élite intellectuelle et aristocratique de l'époque, il leur a fait faire la dictée. Bon, qui a obtenu le meilleur résultat? Alors je vais vous dire, je crois que c'est l'impératrice Eugénie. Non. Le prince de Metternich, citoyen autrichien. Ok, je pensais que c'était Eugénie alors qu'elle était espagnole. C'est le seul, je crois qu'il n'a fait qu'une seule faute. D'accord. Donc, bon, il avait été élevé, en allemand, en langue natale, mais en anglais, en français tout autant. Et il avait une connaissance du français qui était supérieure à celle de tous les Français de l'époque. Le français était la langue diplomatique à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment les princes de Metternich dans les préaux d'école. Le français était la langue diplomatique à l'époque. Françoise, il y a Jean-Pierre qui m'a dit une chose. Il m'a fendu le cœur. Je vais en profiter. Un regret. Il a dit qu'il avait un regret. J'ai un regret. On va le laisser exprimer son regret. Allez-y. Voilà, je ne suis pas du tout militariste. Je ne suis pas du tout militariste et l'année de mon service militaire n'a pas été flambarde. Un grand souvenir. Pourtant, il y avait un avantage, c'est que les gens qui rentraient à l'armée, les appelés, qui ne savaient ni lire ni écrire et qui avaient de grosses difficultés d'expression écrite et orale, étaient pris en main par les instituteurs qui faisaient leur service militaire et sortaient de là avec un bagage minimum. Absolument. Et tout ça a été purement et simplement balayé. Donc on n'est même plus capable de détecter les gens qui sont analphabètes. C'était un lieu de détection. Et de deux, c'était un lieu de détection et d'assistance où on créait des classes à l'époque. Je savais pour le permis de poids lourd. Conditionner le versement des allocations familiales à la maîtrise de l'orthographe par les mots, mais vous allez voir les parents qui vont se mettre au turbin. Mais quand même, il arrive que le diable porte pierre, puisque une mauvaise orthographe du prénom Edmond de Rothschild a permis à l'autorité des marchés financiers de mettre fin aux activités d'une société qui avait communiqué des références bancaires en mettant le nom Edmond de Rothschild et qui en réalité était une arnaque montée par des gens venus d'on ne sait où. Mais c'est quand même assez drôle. Donc, comme quoi, ça peut servir. Et voilà Françoise qui nous fait pleurer sur les Rothschild. Alors vraiment, c'est le monde à l'envers. Allez, on se retrouve. C'est drôle. Je n'aurai pas de cravate la prochaine fois, je vous l'annonce. Voilà. J'ai l'impression que je l'ai fait mal. Comme ça. Non, tout va bien. Allez, on se retrouve dans quelques semaines, enfin dans 2 semaines, pour être exact, avec de nouveaux sujets. Merci messieurs, merci madame de votre présence. Et vous verrez, ce sera bien aussi avec les autres. À très vite donc.